un podcast Mile Stone. Dans cet épisode, on part à la rencontre d'une des meilleures traileuses françaises du monde, Camille Bruyat, qui va nous parler de sa carrière, ses plus belles victoires, ses échecs aussi, et puis ses objectifs à venir. C'est parti. Bienvenue dans Queen of the Mountain. Je suis Laurie Delostal et ensemble, on va écouter des voix de femmes qui vivent le trail pleinement. Des expertes, des passionnées, des athlètes, bien sûr, qui vont partager avec bienveillance, sans filtre, et aussi leur expertise. On va parler ici progression, entraînement, corps, mental, cycle, mais aussi force et liberté. Et puis surtout, on va parler de confiance, celle que l'on construit à chaque foulée. Ce podcast vous est présenté par Kailas Fuga, la marque outdoor spécialiste du trail et de la montagne depuis 20 ans. Au-delà de ses équipements haut de gamme, Kailas Fuga fait bouger les lignes. 40% de femmes dans son comité de direction, plus de 60% dans ses équipes et des événements comme la série Wonder Trail qui a permis à des centaines de femmes de découvrir la course en montagne. En apportant également son soutien à des athlètes féminines venues de plus de 10 pays, de l'Espagne au Népal, Kailas Fuga inspire une nouvelle génération de traileuses à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kailasfuga.com. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Camille. Salut. Je suis enchantée de te recevoir. Je suis ultra heureuse, j'ai envie de dire, de te recevoir dans ce nouvel épisode de Queen of the Mountains. Comment ça va déjà? Est-ce que l'intersaison a été bonne? Ouais. J'adore l'hiver, donc c'est trop bien. On est en pleine saison de ski et non, tout va bien. Ouais, je t'ai vu beaucoup faire de ski. Tu t'es fait plaisir, t'as coupé? Ouais, l'hiver, chaque hiver, hein, j'aime beaucoup couper. Ça dépend beaucoup aussi des conditions de neige, mais ouais, j'adore skier. Je trouve ça un bon moment aussi pour couper, faire d'autres activités et qui quand même nous permettent de nous entraîner aussi pour la saison estivale. Donc ouais, là c'est un régal. En plus, on a eu des belles chutes de neige, donc parfait. On va reparler de ton entraînement, de la manière dont tu te prépares. Mais je voudrais qu'on revienne sur cette saison, la saison dernière, dans laquelle t'es passé par toutes les émotions. Est-ce qu'on pourrait résumer les choses comme ça? Ouais, oui, c'est sûr que je pense que j'ai toujours gardé quand même un espèce de cap, donc je me suis jamais sentie. Oui, il y a eu des moments très, très durs, je suis passée un peu par toutes les émotions, tout en gardant quand même un côté très positif et très, un cap quoi, sur l'UTMB et ouais et en vivant un peu au jour le jour. Donc c'est sûr que ça a été, un peu, ouais, des hauts et des bas avec, toujours en ligne de mire, quelque chose d'assez sympa quand même. Léo, c'était cette UTMB, on va en reparler, cette deuxième place incroyable. Mais d'abord, la grosse galère physique que tu as connue il y a quelques mois, est-ce que tu peux nous raconter? Tu avais hyper mal à une jambe et ça t'a fait passer des moments très, très difficiles. Raconte-nous. Ouais, en fait, l'histoire de cette pathologie, elle commence en 2023, avril 2023. À l'époque, c'est vrai que j'en ai peu parlé parce que c'est une pathologie hyper complexe, j'ai été assez vite diagnostiquée. Donc ça s'appelle une endofibrose de l'artère iliaque externe. D'ailleurs, il y a un article dessus, sur l'équipe, magazine, aujourd'hui. Donc ceux qui est très intéressant et qui explique vraiment la pathologie parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué à expliquer. C'est une réduction du calibre de l'artère, en gros, au niveau de l'abdomen qui vascularise toute la jambe. Donc en fait, c'est des symptômes de perte de force, grosse douleur, surtout dans la cuisse, puis dans le mollet, si tu pousses un peu trop l'effort, en fait, ça vient ischémier tous les muscles et donc j'ai eu voilà, cette douleur-là est apparue en avril 2023. Je me suis fait opérer début juin 2023. Ce qui est une grosse, grosse chirurgie, en fait, où on vient ouvrir le ventre, ouvrir l'artère. Enfin bref, c'est pas un petit truc de rien du tout, qui engage quand même, pas mal de rééducation derrière. Donc je reprends en fait en fin d'année par un gros challenge quand même aussi, sur la Diagonale des Fous en octobre que franchement vu l'année que j'avais fait, j'étais hyper contente, de faire cette course. Je fais 2e derrière Cathy. Voilà, bref, je passe quand même une année où j'arrive à me reconstruire et en fait les douleurs réapparaissent, on va dire, 6 mois plus tard à la reprise un peu, donc je fais une saison 2024, un peu à me poser 1000 questions, à me dire, «Est-ce que cette chirurgie a marché? Est-ce que c'est autre chose?» Un peu une année à chercher qu'est-ce que ça peut être en étant dans le déni de, la chirurgie n'a pas fonctionné en fait ou la cicatrisation a mal marché, ce qui s'est passé en fait. Donc voilà, je fais quand même une année, 2024 assez correcte où je vais à la Hard Rock, donc mon gros projet américain,
voilà, qui se passe bien. C'était dur, mais qui Mais s'est bien passé. mais tu as mal, Mais j'ai mal mal. à la jambe, quoi, Ouais, pendant j'ai mal l'intervention? beaucoup en fait à l'intensité, à la haute intensité en côte, parce que la flexion de hanche accentue tout ça, parce qu'on vient aussi plier cette artère. Et du coup, bah, en côte, c'est encore plus pire et en plus, on demande plus de sang aux muscles parce que l'effort est plus intense, en montée, quoi. Mmh. En descente, j'ai pas mal. Sur le plat, tranquille, j'ai pas mal. Au repos, dans la vie quotidien, j'ai pas mal. Donc il y a quand même beaucoup de moments où j'ai pas mal. Mais dans les moments clés, dans les départs de course, bah, c'est hyper compliqué à gérer. Donc voilà, je fais un peu ça, puis je fais un peu un déni clairement, sur cette douleur. Jusqu'au moment où l'hiver arrive et je me dis: «Bah là, non, je peux plus faire un déni, il faut qu'on trouve qu'est-ce que c'est». Donc un peu en cherchant à droite à gauche, on s'est dit: «Non, il faut retourner faire les examens» que j'avais fait en avril, avant. Le chirurgien, m'a dit: «Bah oui, oui, là, il faut reconsulter». Donc je refais toute la batterie d'examens, pour cette pathologie-là qui est voilà, faut faire un peu un test d'effort, ça demande un peu d'investigation quand même, IRM, scanner, et cetera. Et donc il s'avère que, mon artère a mal cicatrisé, donc ça fait un espèce de petit bourgeon à l'intérieur, donc un peu une récidive de cette pathologie-là. Donc là, je me dis: «Waouh, qu'est-ce que je fais?» Là, ouais, enfin, pas le monde s'écroule, mais c'est vrai quand c'est quelque chose qui t'anime énormément et que tu as mal à chaque course, ça devenait un peu épuisant. J'en étais vraiment à avoir mal aussi, en footing 30 minutes, enfin, ça devenait vraiment pénible. Donc je me dis: «Bon, si je peux plus courir, bah, Qu'est-ce qui se c'est passe comme dans ça». ta tête quand tu apprends, que, ben, que ça a pas marché, que tu récidives, Tu Ouais, peur? Tu es en colère? Tu je suis un peu en colère contre mon corps qui a mal cicatrisé. Ça, il a fallu l'accepter. Je suis un peu aussi, bah, triste de me dire, bah, en fait, cette vie-là que j'adore, bah, elle va peut-être s'arrêter. Mais c'est vrai que je voyais aussi que qu'il y avait quand même des solutions. Donc j'ai passé un moment d'acceptation vraiment pas sympa, effectivement, où tu te dis: «Là, c'est la fin du monde», et en même temps, je savais qu'il y avait bien pire dans la vie, hein. C'est juste quelque chose avec laquelle je dois vivre. Donc voilà, faut s'adapter, mais bon, c'est sûr qu'il y a eu un mois un peu compliqué. Après, j'ai revu le chirurgien qui me proposait, une microchirurgie en fait, un peu d'essai. Ils ont pas trop de statistiques dessus, voilà, mais qui est beaucoup moins impactante. Vraiment, c'est tout en endoscopie, donc vraiment rien à voir avec la première chirurgie que je ne voulais pas refaire de toute façon. Donc je dis: «Allez, bah, s'il y a un créneau qui colle, et que voilà, vous acceptez de me le faire, on l'essaye, quoi». Mais ça engendrait aussi que ça pouvait ne pas marcher. Enfin voilà, ça a amené plein de problématiques. Bref, je fais le point dans ma tête, tout s'aligne, je trouve une date. J'ai fait cette microchirurgie en sachant que ça pouvait pas marcher, mais bon voilà, de toute façon, j'allais trop le regretter de rien avoir fait. Et voilà, je sentais que c'était pas aligné avec ce que je voulais, donc je le tente. Elle a réduit un petit peu mes douleurs, mais pas à 100 non plus. Donc voilà, maintenant je vis avec. Je sais que je peux performer avec ça. L'UTMB me l'a bien montré. Donc je pense que c'est aussi, bah, la douleur, c'est un gros concept, multifactoriel, hein. Il y a l'aspect anatomique, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect mental, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, on va dire. Et c'est vrai que, bah, voilà, maintenant je sais que je dois vivre avec ça, que potentiellement ça peut être évolutif, comme ça peut, très bien stagner, mais en tout cas, ils me feront pas des chirurgies, plein de fois. Ça se refait pas, ou alors, voilà, il faut vraiment penser le concept, et c'est quelque chose que pour l'instant je préfère vivre avec et m'adapter, essayer de, voilà, composer avec tout ça. quelle, leçon tu as tirée de toute cette période? Ça t'a appris des choses sur toi, sur ta manière de gérer? Ouais, ça m'a quand même bien appris à voir comment ma manière de fonctionner. En fait, voilà, j'essaye aussi de faire beaucoup en fonction de moi, de ce que j'ai vraiment envie de faire, et pas forcément de ce qu'il faudrait faire, parce que clairement, on pourrait très bien me dire: «Bah, là, il faut que tu refasses la grosse chirurgie». Ce que c'est une pathologie du cycliste. Il y a beaucoup de cyclistes qui se font réopérer, réopérer des fois sur cette grosse, grosse chirurgie. C'est moi, clairement, c'est quelque chose que je voulais pas du tout d'entrée, et voilà. Et en fait, je me suis dit: «Si t'as pas envie, il faut pas y aller parce que ça peut ne pas marcher». Donc là, tu vois, c'est plus difficile à accepter. Donc ouais, j'ai essayé de vraiment me faire confiance sur ce qui m'animait vraiment, et même la chirurgie, j'aurais pu la faire bien plus tôt, et je voulais voir un petit peu aussi comment ça se passait. Peut-être que j'arriverais à faire avec cette douleur en début de course, puis qu'au final, ben,
en ultra, ces intensités-là, bah, c'est par exemple, sur le départ de l'UTMB, j'ai mal les 3 premières heures parce que ça part quand même très vite mais après, l'allure se ralentit, le dénivelé devient un peu Mmh. plus, imposant et la douleur m'a quasiment quittée jusqu'à la ligne d'arrivée donc sur des 100 miles, je trouve ça quand même beaucoup plus acceptable, on va dire. C'est, juste à l'entraînement, c'est sûr que c'est pénible. Sur des courses, plus courtes, mais bon, ça tombe bien, c'est pas des choses que je compte réintégrer dans ma planification. Mais oui, c'est sûr que c'est maintenant plus compliqué sur des courses à haute intensité. Mais voilà, je vois qu'en fait, je peux apprendre à composer avec et je pense que, du coup, tu l'intègres un peu, bah, ouais, dans ta vie. Puis maintenant, je le prends comme un signal. C'est vrai que quand je suis bien fatiguée, bah, j'ai beaucoup plus mal. Donc je me dis: «Ah OK, bah, c'est un premier signe de faut ralentir un peu». Bah, c'est trop bien, en fait, d'avoir ça avant que mon corps, il pète parce que certains, ça casse avant, tu vois? Donc voilà, c'est une des choses, sur laquelle, déjà je me faisais un peu confiance là-dessus, mais ça a bien confirmé ça. Tu as une petite sonnette, d'alarme, Mmh. intégrée, c'est un luxe. Et après ces mois de galère, tu t'alignes donc en août dernier sur l'UTMB. Tu te sens prête dans ta tête, quand tu étais au départ là, avec ces doutes? Comment ça se passe? En fait, c'est marrant, je me sens prête, oui. En fait, j'ai fait ce qu'il fallait faire. La distance 100 miles, c'est quelque chose que je connais quand même maintenant. Je maîtrise pas parfaitement parce que j'ai toujours galéré un peu sur les 50 derniers kilomètres. Mais oui, je peux pas dire que je suis pas prête. J'ai fait l'entraînement, j'ai passé les séances qu'il fallait passer, j'ai fait ce qu'il fallait être pour être prêt, en fait. Donc je suis prête. Après, par contre, j'en ai aucune idée de savoir, quel niveau j'ai, comment je vais réagir à cette douleur. Ma plus grande crainte, c'était vraiment, bah, d'avoir mal à cette jambe beaucoup trop tôt, qu'après j'entraîne ma boiterie et que j'ai mal tout le long et que ce soit un enfer. Donc vraiment, il fallait que j'arrive à passer ce début de course sereinement pour pouvoir, déjà essayer d'aller au bout. Mais c'est sûr que j'avais aucune certitude, bah, d'aller au bout parce que le dernier 100K que j'avais fait, c'était en avril au Ventoux et ça avait été un calvaire. J'ai fini en boitant, en marchant, enfin et j'avais une douleur atroce. Donc c'est vrai que j'avais quand même un petit peu ce doute, même si j'avais énormément fait de rééducation. J'avais, bah, fait cette microchirurgie qui m'a quand même un peu soulagée. Je savais que je partais sur plus long, donc on peut un peu plus gérer. Voilà et puis j'ai une envie, vraiment, en fait, quoi qu'il arrive, j'étais trop contente d'être là donc je me disais, «Bon, bah, déjà, c'est bien. Franchement, tu es plus en forme qu'en début d'année donc déjà, bah, voilà, c'est ça aussi l'objectif sur un 100 miles, c'est d'arriver, et de se dire, «Ouais, bah, en fait, OK, j'ai ce petit truc-là qui me gêne, qui a été un gros truc il y a quelques mois, quelques années, mais là, on peut pas dire que ça prenne toute la place et j'ai fait l'entraînement donc il y a pas de raison que ça passe pas et tu as envie d'être là donc vas-y, en fait, profite de la fête». Ouais, et ça a été une fête. Il y a cette belle bataille à 3. Je voudrais que tu nous racontes parce que c'était génial avec Ruth, avec Courtney. Qu'est-ce que tu en gardes de cette bagarre? Ouais, en fait, c'est assez marrant parce que ouais, j'en retiens surtout un moment unique de sport, je pense, féminin, Mmh. qui se reproduira pas, enfin et je l'espère qu'il se reproduira, hein, c'est sûr et je pense que ça va être amené à voilà, la densité va augmenter chez les femmes et tout. Mais c'est sûr que c'était un peu innovant, on va dire. En tout cas, sur l'UTMB, il y a des courses comme la Western où c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment une grosse densité et puis, ça peut finir au sprint sur la piste, à Auburn à l'arrivée. Mais sur l'UTMB, c'est vrai que je savais qu'on vivait un moment, bah, ouais, un peu inédit et que la course était vraiment pas finie, au lever de soleil là après la foulée et surtout, bah, voilà, c'est en plus 2 personnalités, 2 personnes que j'apprécie énormément, Courtney, Ruth, que je connais. Donc c'est sûr que ouais, moi j'adore ça en fait. C'est aussi pour ça que je fais de la compétition donc ouais, moi j'ai trouvé ça génial quoi. Je me disais: «Allez, feu, on y va, on s'amuse et puis on verra bien, qui gagnera». De toute façon, en ultra, tout le monde est un peu, en mode survie, de toute façon, à cet endroit-là. Donc voilà, tu as plus intérêt à t'entraider. Donc c'est vrai que quand, j'ai redoublé route dans la nuit, en fait, je l'ai pas vu, en fait, quand je suis passée 2e, j'ai doublé route dans la nuit, je ne l'ai absolument pas vu. De toute façon, il faisait une météo tellement horrible, que Bah, voilà, c'est mais fou, elle ouais. elle m'a vue quand même, donc c'est vrai qu'elle s'est dit:
elle m'a même pas vue là, qu'est-ce qu'elle fait? Et voilà, donc quand elle me redouble après, elle était pas énervée, mais un peu en mode, «Ah ouais, attends, elle m'a pas encouragée dans la nuit, là». Et moi, quand elle me redouble, bah ouais, je lui dis: «Là, franchement, ça y est, elle a passé le elle a passé la 2e vitesse, c'est la journée, ça va aller mieux», parce que je savais qu'elle appréhendait énormément la nuit et puis je me suis dit: «Bah, je vais essayer de la suivre parce que ça peut être un bon train pour, pas m'endormir là trop maintenant». Donc on est allés chercher Courtenay ensemble et après toutes les 2, on y a quand même laissé des plumes un peu après, Champey. Et voilà, et après on a assez vite compris que Courtenay, de toute façon, c'était pas son jour aujourd'hui, donc ça allait, voilà, enfin, à moins qu'elle puisse revenir, mais c'est vrai qu'on a assez vite, en discutant avec elle, compris que c'était pas une belle journée, donc voilà. Et après, ben, moi, j'ai aussi compris que j'avais laissé des plumes, Ruth aussi, et elle a fait une grosse, grosse faim, là où moi, en fait, mentalement aussi, j'étais déjà tellement heureuse d'être dans cette bataille, d'être là, qu'il me manquait le petit truc pour aller gagner. Et ouais, en fait, j'avais tellement pas anticipé ça que c'était trop compliqué mentalement pour aller chercher la gagne. C'est Ruth Crofty qui s'est imposée. Ça fait quoi de doubler la la présidente de l'univers, la la meilleure du monde, Courtney Dauwalter? J'ai revu les images, pour préparer, notre entrevue et juste avant que tu la doubles, elle te dit, elle dit un truc genre, «Coucou Camille», un truc que moi j'entends comme, «Vas-y, vas-y passe, enfin c'est OK». Ouais, ouais, ouais. Non, bah, en fait, avec Courtenay, on se connaît bien, on est dans la même équipe depuis Mmh. plusieurs années, on s'entraîne ensemble. Donc oui, en fait, on était juste en train de discuter, et puis je sais plus ce que je lui fais une blague, sur, je sais même plus quelle c'était la blague, puis il y avait aussi d'autres copains du team un peu plus loin et voilà, et c'était juste, effectivement, elle me dit, «Bah, je suis contente en fait de voir que tu vas bien aussi», parce qu'elle savait aussi par là où j'étais passée et voilà. Et moi je pensais aussi, bah, qu'on allait faire un bout de chemin ensemble. C'est vrai que c'est toujours chouette. Et bon, bah, ça s'est pas passé comme ça, mais non, non, c'était en tout très bon honneur et c'est sûr que, bah, voilà, en fait, on sait qu'il y a des jours enfin, qui qu'on soit, en fait, on peut avoir tous cette même journée, voilà, qui est difficile et je trouve que le plus beau, bah, c'est qu'elle soit allée au bout et peu importe, en fait, dans l'état où où elle a fini et ouais, ça peut arriver à tout le monde donc en fait, ouais, je trouve que même son statut ne change rien, en fait, à ce qu'elle a fait et c'est vraiment honorable et ce serait honorable pour tout le monde. Tu finis deuxième, toi, tu penses à quoi à l'arrivée? Tu es 3 mois après, cette opération, après tous ces moments difficiles, tu te dis quoi dans une ambiance qui était complètement, zinzin? Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Bah, ce qui me passe par la tête, c'est que je suis vraiment contente. Je crois que je suis vraiment fière d'avoir tenu tête un peu à ouais, à ces derniers mois où où ouais, j'aurais pu jeter l'éponge à plusieurs moments, mais je sentais qu'il fallait que je garde le cap sur ça, des fois un peu avec folie et des fois en n'y croyant pas du tout, en me disant: «OK, tu gardes le cap, mais tu sais pas du tout, ce que ça va donner». Donc ouais, je suis en fait un peu ouais, je suis fière d'avoir franchi, en fait, ces étapes et ouais, je suis surtout trop contente en fait, j'avais oublié, ça faisait 4 ans que j'étais pas retournée sur une TMB, j'avais un peu oublié de courir à la maison, ce que c'était. Et c'est vrai que, bah, voilà, j'ai toutes mes amies avec leurs enfants, avec, ma famille, qui sont là et ouais, je crois que c'est ça, en fait, c'est le partage aussi que je retiens énormément, par les supporters et puis tous mes proches, quoi. Il t'a manqué quoi pour aller chercher la victoire? Physiquement, peut-être qu'il me manquait quelque chose, ça c'est sûr j'ai toujours des curseurs à remonter et je pense que, bon, de toute façon, c'est ça qui est génial dans le sport, c'est que c'est un peu infini, hein, on peut toujours, progresser sur plein de facteurs. Et puis, comme je décrivais tout à l'heure, je pense que mentalement, il me manquait un petit en fait, j'avais dans ma tête un petite personne qui me disait: «Ouais, c'est déjà bien ce que tu fais, Cam». Et en fait, je pense que pour gagner, il faut pas l'avoir, cette petite personne qui te dit: «C'est déjà bien ce que tu fais, Cam». Là, pour aller chercher cette 2e place, il me la fallait, cette personne-là, parce que, bah, voilà, j'allais chercher de la confiance, j'allais chercher, ouais, une course où je voulais juste, bah, kiffer toute la course
et être fière de moi justement après ces mois-là. Mais je pense que pour aller gagner, il faut avoir, il faut pas avoir cette petite voix qui dit que c'est bien. Il faut aller chercher autre chose. Donc des fois, je l'avais. Je me disais: «Allez, non, Cam, là, tu peux, ça se trouve, tu peux aller la gagner celle-ci, même si tu l'avais pas anticipée». Et en fait, je pense qu'il faut quand même être un peu préparé à gagner, quoi. Et tu l'es maintenant que tu as fini deuxième dans ces conditions? Ça t'a donné des ambitions? Tu te dis que c'est pour bientôt, En tout cas, je me dis que, je me dis que c'est possible effectivement, qu'il y a plein de choses à travailler, que ça serait en plus quelque chose qui m'animerait, de me dire: «OK, en fait, peut-être je le gagnerai jamais ce UTMB et puis en soi, ça va pas changer ma vie, c'est pas, je serais pas plus heureuse de gagner». En fait, j'ai fait beaucoup de 2e place, donc souvent on me dit, «Ouais, tu en as pas marre d'être 2e, tu voudrais pas gagner?» Je dis: «En fait, j'ai gagné plein de 100K, le 100 miles, déjà là, je suis hyper contente d'avoir compris cette distance, beaucoup moins souffert sur la fin de course. J'ai appris vraiment énormément». Donc déjà, je pense que j'ai passé un cap et il faut, oui, pourquoi pas, le challenge me motive de faire une course pleine, même si là, je pense que j'en étais pas loin, d'aller pousser des curseurs. En soi, ça changera pas ma vie de gagner cette course-là, mais le challenge, en tout cas, est cool et si j'ai une bonne équipe pour, m'engager là-dedans, ouais, c'est quelque chose à l'avenir proche ou lointain, franchement, j'en ai aucune idée, qui va m'animer, ouais, ça, c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui peut t'animer aussi, c'est, cette densité, chez les femmes. Ça te pousse ça aussi et c'est une bonne nouvelle, et effectivement, on se rend pas compte, mais, c'est, voilà, il y avait parfois des écarts, très importants, notamment sur l'UTMB. Là, clairement, la bataille dont on a parlé ce week-end-là, c'était celle, chez les femmes, hein? Ouais, ouais, c'est sûr que ouais, non, moi, je suis hyper contente parce que je pense c'est sûr qu'en ultra, chez les femmes, ben, on est peu nombreuses, donc c'est Mmh. compliqué d'avoir des courses, avec, bah, avec des choses à raconter, en fait. Enfin, il y a 4 ans, en 2021, je finis 1 heure derrière Courtenay, je fais deuxième aussi. Bah, c'est très cool, mais 1 heure avant, elle était déjà douchée, elle avait tout fait. Enfin, je veux dire, elle avait fait une course aussi ouais, de très haut niveau, mais ça manque un peu, de choses à raconter et c'est sûr que c'est beaucoup plus cool d'avoir, bah, ouais, d'avoir, des matchs, moi, je pense, que ça va nous pousser aussi à, bah, déjà être plus visibles parce que Mmh. des choses qu'on là, comme tu dis, on a raconté, cette bataille chez les femmes parce qu'il y en a pas eu chez les hommes, donc c'est sûr que c'était la chose à raconter. C'est ça qui va faire parler de nous et plus on va parler de nous, bah, peut-être plus il y aura de femmes qui vont aussi, vouloir faire de l'ultra ou pas, mais en tout cas, du trail, sortir dehors. Je pense que l'ultra fait beaucoup peur quand même aux femmes Mmh. et à raison, hein. C'est vraiment pas facile, il faut se dégager du temps, ça demande beaucoup d'entraînement, il faut aimer ça quand même. Je pense que c'est une distance quand même particulière et voilà et plus on sera nombreuses et plus il y aura des batailles comme ça, plus ça va nous tirer vers le haut et en plus, moi, je trouve que l'esprit ultra est très sain quand même parce qu'en fait, on évolue dans un milieu montagnard, bah, là, la nuit qu'on a passée, c'est de la compétition, mais en fait, tu as plutôt intérêt à t'entraider quand même toute la nuit parce que tu sais que derrière, ça va être Mmh. très long que, bah, te tirer dans les pattes et vraiment, ouais et vraiment pas te tirer vers le haut, ensemble. Donc moi, je trouve que l'environnement, il est très sain. Il est et je crois que j'aimerais moins quand même cette densité, cette compétition sur peut-être des choses un peu moins saines, mais en ultra, je trouve ça alors je sais pas si c'est que l'environnement qui fait ça et les conditions mais je le trouve quand même très sain et on vit quand même une aventure avant tout donc ouais, je pense que ça va rester dans cet univers-là, ouais. Il y a Baptiste, Chassade, vainqueur de la dernière Diagonale des Fous, qui a écrit sur les réseaux sociaux un texte il y a quelques jours, je ne sais pas si tu l'as lu, dans lequel il dit, je cite: «Je suis un homme qui, pour devenir plus épanoui et performant, s'est inspiré des femmes. C'est là-haut, à l'embranchement du cœur et du cerveau, quelque part entre l'émotion et la raison, qu'elles cultivent leur trésor. Viser, et tu viens d'en parler, une expérience plutôt qu'un résultat. Elles ne font pas la compétition contre les autres, mais avec elles-mêmes. Cela signifie pas qu'elles sont moins compétitrices, mais qu'elles activent le mode conquérant plus tardivement, à un moment plus opportun.» Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouvais ces mots très intéressants et je trouvais très intéressant qu'ils se disent: «Tiens, je vais aller m'inspirer de ça.»
Bah, oui, oui, je pense que ce qu'il dit, c'est très juste. En plus, je crois qu'il a écrit ça par rapport à un article assez scientifique que j'ai lu, voilà, dans un livre qu'il a coécrit avec d'autres, donc voilà, c'est sûr que si on regarde la science, on fonctionne pas du tout pareil que les hommes. On a vraiment un autre système, neurophysiologique, Mmh. hormonal, qui est différent et donc qui nous amène à courir des courses différemment, une manière de penser différente et voilà et je pense que ce qui est cool effectivement, c'est qu'il s'en inspire, mais de toute manière, je pense que nous aussi on peut s'inspirer des hommes sur certaines choses et plus on va s'inspirer de petites graines à droite à gauche, bah, plus en fait ça te fait grandir quoi donc oui, je pense qu'en ultra, en tout cas, on peut inspirer certains hommes parce qu'on a vraiment des modes de fonctionnement, bah, ouais, différents. Puis on le voit sur les courses, les chronos qui se réduisent, plus la distance est longue. Donc voilà, la physiologie, humaine fait que ça va dans ce sens-là. Donc oui, un homme qui veut, réussir un peu plus en ultra et qui galère à passer les heures et la distance, bah, peut-être que ouais, il a des petites choses un petit peu d'une manière peut-être de voir les choses, d'une manière physiologique, à s'intéresser, chez la femme qui peut être enrichissante, ouais, ça c'est sûr. Toi, tu aimes bien t'inspirer des autres. Forcément, vous vous observez beaucoup parce que vous courez les uns à côté des autres. Ça t'intéresse ouais, de t'inspirer des autres, c'est pas copier, c'est s'inspirer, ouais. Ouais, exactement, ouais, moi j'adore, franchement j'adore m'inspirer de plein de belles enfin voilà, il y a forcément des choses qui m'inspirent plus que d'autres, hein, dans le milieu, mais oui, oui, sans vouloir copier, je suis très, ouais, j'aime bien observer le mode de fonctionnement de certaines personnes et de me dire: «Ah ouais, OK, ça me correspond, ça me correspond pas. Ah tiens, ça c'est cool pour aller, chercher ça» et puis après si c'est des personnes que je connais, effectivement, c'est toujours chouette de pouvoir échanger, sur, ouais, des philosophies de vie. On a la chance, voilà, d'être dans une équipe aussi où on vient de plein de cultures différentes, de pays différents. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui est assez enrichissant, Mmh. et du coup, ça amène une manière de s'entraîner différente, des fois de manger différemment ou des choses toutes bêtes, mais c'est vrai que ça c'est ouais, c'est toujours hyper enrichissant de s'inspirer des autres. C'est sûr que moi, je vois pas le sport, tout seul là, dans mon microcosme, voilà, on a besoin de se recentrer de temps en temps pour justement ces inspirations, les adapter à soi parce qu'on peut pas faire du copier-coller. En fait, ce qui marche chez les autres va pas marcher sur nous. Mais s'en inspirer, le laisser infuser en soi et puis des fois, bah, voilà, ça donne quelque chose de plus ou moins, positif, mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de garder le positif, ouais. Je voudrais que tu me parles de ta relation avec, Marianne Hogan parce que déjà, c'était notre première invitée dans Queen of the Mountains et vous vous assistez, l'une, et l'autre. Je voudrais que tu nous racontes ce que ça t'apporte. Ça aussi, j'imagine que ça t'enrichit de la suivre dans une course, tu l'avais fait sur, c'était sur quoi? C'était, sur la Diagonale des Fous que tu l'avais suivie? Ouais, ouais, récemment, je suis allée l'accompagner sur la Diagonale des Fous. L'année dernière, elle est venue me pacer sur la Hard Rock. Mmh. Donc vraiment, là, c'était en autre rôle parce que tu vraiment, tu as le droit d'être avec l'athlète sur les 80 derniers kilomètres. Elle avait pu faire avec moi, donc ça, c'était hyper chouette. L'UTMB, je l'avais fait ses ravitaillements. Donc voilà, c'est chacun a un rôle et elle, sur mon UTMB, elle est venue, vraiment en dehors des ravitaillements, à plein d'endroits, Avec des clés, pancartes et avec des tout. pancartes, avec de la musique, avec, toujours les bons mots aussi, Mmh. je pense, voilà et puis en dehors de la course aussi, je pense qu'en ouais, ce qui est en parlant de course, ce qui est hyper intéressant, c'est surtout moi, je m'en étais inspirée, je l'avais fait aussi avec d'autres athlètes, du team avant, notamment sur la Hard Rock. J'étais déjà allée avec François voir un peu la course, Mmh. voilà, on trouve toujours un rôle pour aider, en fait, l'athlète, quoi qu'il arrive, sans être, le rôle principal, en fait, parce que c'est l'athlète. Mais moi, je viens d'un sport collectif, le basket, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué au début en trail. Mmh. Je me suis dit: «Waouh, je sais pas si je vais aimer ce sport parce qu'il manque énormément de collectif» et en fait, on peut se le trouver surtout en ultra, ce collectif et là, voilà et l'agencer. C'est pas tout le monde qui en a besoin, mais en tout cas, moi, je sais que j'en ai besoin, donc j'essaye d'organiser mes saisons et mes courses un peu aussi comme ça parce que ça m'anime et voilà, donc en fait, en termes vraiment de performance pure, je trouve ça hyper intéressant d'aller voir les courses aussi Mmh.
de l'intérieur, de l'extérieur, pour apprendre sur cette course-là. Parce qu'après, en tant qu'athlète, ça t'aide aussi énormément de voir un peu les différents points de vue en fait de la course, que ce soit en pacer, que ce soit sur les ravitaillements, c'est hyper enrichissant. Et voilà, et à contrario, bah, moi, ça m'anime aussi d'être utile pour une autre athlète, de, bah, s'entraîner ensemble aussi de temps en temps parce que, bah, je trouve ça ouais, je trouve ça super cool de voilà, d'avoir aussi des copines, pour s'entraîner et de pas voilà, on peut être vite un sport où on s'entraîne tout seul parce que, bah, voilà, on a des environnements des fois où là où on habite, bah, il y a pas forcément un club à côté, où il y a pas on habite en montagne quand même donc c'est pas toujours évident d'avoir le copain qui va bien, tout le temps. Mais en l'occurrence, avec Marianne, je pense qu'on s'est bien trouvés et c'est ce qui fait mais globalement, hein, au sein du team, voilà, Martina était venue me pacer aussi à la Hard Rock. On a enfin, ouais, moi, j'ai à cœur que ça continue comme ça. On a quand même avec les garçons, surtout au niveau France, parce que je me suis construit aussi avec eux, chez Salomon. Mais ouais, ça m'a toujours importé et je pense que c'est donnant-donnant, en fait. Tu nourris l'autre et puis tu te nourris aussi de plein d'informations précieuses, ben, ouais, des choses des fois, par exemple, à Hard Rock, Marianne, elle vient me pacer, mais elle passe aussi un mois en altitude pour préparer son UTMB. Donc on est mi-juillet, pour préparer son UTMB fin août. Bah, voilà, c'est aussi un «bien pensé» entre guillemets, voilà, donc on allie, l'utile à l'agréable, le partage et puis des moments, bah, de la saison où on est un peu plus, solo aussi parce que, bah, voilà, on peut pas forcément, tout faire, tout le temps ensemble. Mais ouais, je pense que c'est une combine qui fonctionne bien pour nous, en tout cas. Vous avez déjà prévu, calé de vous retrouver là, cette année sur des courses? C'est de manière complètement détournée de te demander ce que tu vas faire en 2026, que tu n'as pas du tout vu arriver. Ouais, non, bah, là, tu vois, on part en stage la semaine prochaine avec Salomon, donc on va se retrouver, toute l'équipe. Et bah, 2026, pour l'instant, il y a pas de gros projets communs. Moi, je vais à Madère, fin avril. Ce sera ma première course, sur la traversée de l'île de Madère. C'est un combien du coup? C'est un 120, il me semble. Une vieille course que j'ai toujours eu envie de faire depuis le début que je cours, mais qui arrive beaucoup trop tôt dans la saison. Donc j'ai toujours, botté en touche, au mois de février en me disant: «Ah non, je suis pas prête là, ça va jamais passer» ou des blessures ou des choses qui faisaient que cette course-là ou alors, un changement de parcours, ils ont annulé une année pour incendie. Donc voilà, ça a jamais collé. Donc j'espère que cette année, c'est la bonne. On n'y est pas encore, mais mais voilà, donc j'ai vraiment à cœur de découvrir cette île et de découvrir cette course. Et voilà, ça sera le lancement de la saison et après il y aura certainement une course, fin juin, sûrement autour du Mont Blanc, un 90 du Mont Blanc que j'ai jamais fait non plus et que j'aimerais bien cocher. Et là, début janvier, tu sais, mais tu veux pas dire, de quoi va être faite ta saison ou tu sais pas encore? Il y a encore des choses qui sont, en Ouais, non, discussion, c'est encore bien en discussion pour la suite. Moi, je fonctionne toujours comme ça. J'ai toujours une première partie de saison, plus ou moins dense en fonction. Bah, l'année dernière, j'étais clairement au mois de janvier en train de me demander si j'allais encore courir. Donc, chaque saison est différente. Mais souvent, quand même, on établit un premier plan de saison avec plan A, plan B, plan C, parce que bah, voilà, on sait que Mmh. la course à pied, il faut toujours s'adapter. Mais c'est très rare quand j'ai vraiment, toute la saison, vraiment ou alors je focus sur la Diagonale des Fous, par exemple, qui est plus en deuxième partie de saison et où là, bah, faut gérer un peu l'été différemment pour être en forme en octobre. Mais voilà, là, en fait, j'ai envie de faire une année un peu plus cool, de me concentrer sur des 100 kilomètres. Ça fait longtemps, en fait, que je le dis. Les 100 miles, ils me prennent beaucoup, beaucoup d'énergie. Je mets longtemps à m'en remettre. Là, l'UTMB, ça va un peu mieux, mais c'est sûr que c'est la première fois que je dis ça en 5, 6 ans de 100 miles. Donc, je m'étais un peu dit: «Avant que ça s'impose à toi, Cam, prends le temps de faire une année plus chill, peut-être que des 100 K». Parce que c'est une distance qui m'anime encore énormément. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai placé un peu ces 2 100 K que voilà, j'ai pas envie de procrastiner pour les faire. J'aimerais bien les faire cette année et puis on verra après, s'il y a 100 miles ou pas. C'est possible qu'il y en ait pas cette année parce que, bah, voilà, je pense que des fois, il faut savoir, faire un peu plus cool avec d'autres ambitions et voilà, donc c'est pour ça aussi que je sens que c'est pas encore aligné pour vraiment faire
pour aller chercher une fin de saison, fin août ou quelque chose comme ça, à cet endroit-là. Donc, je me laisse encore un peu le temps de réflexion, de voir comment la forme, elle revient aussi au mois de mars-avril. L'hiver, c'est toujours un peu difficile. Des fois, c'est assez clair. Et là, cette année, ça l'est pas. Donc, on Bon, va pour on l'instant, va tu nous annonces pas de nouvelle UTMB cette année. Non, désolée, Si j'y tu peux, peux on pas n'est faire que de toutes les buzz. deux, personne n'écoute. Oui, tu disais en annonçant ta saison, il y aura un peu de folie et d'insouciance. Ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir aussi des offs, des records. Il faut alterner comme ça pour aller se faire plaisir aussi. Ouais, j'ai découvert ça l'année dernière. J'ai eu la chance de faire un FKT à côté de chez moi pareil, je procrastinais, j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'avais déjà prévu faire l'année d'avant, mais que la météo me l'avait pas permise. Donc voilà, là, ça s'est tout aligné le jour J, début juin, et j'ai adoré ça en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de réinstaller cette année, peut-être voilà, un projet différent, peut-être aussi une prépa d'un plus gros projet dans 2 ou 3 ans. Mais oui, il y aura un off. Pour l'instant, je peux vraiment pas en parler ou sur quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'il y aura une petite aventure, un peu comme j'aime bien faire et comme j'ai fait le off l'année dernière à côté de la maison sur les Bauges, un peu décidé au dernier moment. C'était combien de sommets déjà? C'est les 14 sommets à plus de 2000 mètres. Ouais, c'est vraiment c'est beaucoup d'inspiration d'autres gens et puis inspiration de la vue de ma terrasse. Ouais, j'allais dire, et c'était des images magnifiques. Ouais, non, c'est vraiment magnifique, mais c'est vrai que c'est un beau chantier quand même, donc il fallait quand même être préparé. Fallait avoir aussi le bon créneau météo. C'est vrai que c'est off, ça permet aussi de gérer différemment et d'avoir un côté, ouais, d'avoir une logistique aussi vraiment différente parce que tu prends le projet de A à Z, c'est toi qui gères tout, quoi. Donc ouais, c'était hyper intéressant, mais j'en ai aussi conclu que j'aimais bien faire beaucoup au feeling. Et c'est vrai que ces off-là, ils se préparent en amont, mais n'empêche que tu peux pas choisir la date. C'est pas comme une course où de toute façon, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, la course, bon, à part si c'est trop dangereux, et tu vas y aller là, en fait, il faut y aller dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que c'est mieux si tu as la vue, enfin, et tu as l'option de choisir. Donc, je trouve ça quand même dommage d'aller le faire dans les pires conditions, sachant que les montagnes elles seront toujours là l'année prochaine. Donc, tu peux quand même le décaler et voir un peu la meilleure saison et la meilleure option. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que ça te permet de t'adapter à l'environnement encore plus, quoi. Donc, et ça, c'est, ouais, dans mon entraînement, je m'adapte aux saisons, je m'adapte. Ouais, j'essaye vraiment de faire aussi en fonction de ce qui se passe et de pas être toujours dans le même enchaînement jour après jour. C'est ça qui m'anime le plus, je crois. C'est que j'ai pas une journée qui se ressemble et je fais plein de sports différents qui nourrissent en fait cet esprit aussi d'ultra et d'endurance, quoi. Donc, Tu arrives à garder dans ce monde qui est devenu quand même ultra normé, où les datas sont hyper importants, tu arrives à continuer à dire bah non, moi je veux m'entraîner au feeling, sans forcément partir sur des objectifs. Tu as envie de garder ce qui est quand même une originalité, ouais. ouais, je sais pas si c'est original, mais en tout cas, je sais que c'est ma manière de fonctionner. Donc je pense que si je le perds, je perds mes capacités, en fait, tout simplement, et puis je perds la raison de pourquoi je cours. Donc oui, j'ai envie de le garder. Je pense qu'il faut le garder. Globalement, on a tous une part de feeling et d'intuition en nous. Je pense encore plus chez les femmes, hein, si on parle un peu des femmes. Et oui, on est amené à de plus en plus nous rentrer dans des cases et nous mettre dans des datas, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut s'en inspirer quand même. Ça ne veut pas dire que j'évolue pas un peu aussi avec mon temps et avec les datas. C'est quelque chose qui me parlait pas et puis qui, petit à petit, je comprends aussi que ça t'aide à te connaître et ça peut faire partie un petit peu des curseurs qui sont hyper intéressants, mais toujours pareil, il faut le prendre, ok, et le laisser infuser et se dire, ok, moi, avec mon intuition, avec mon feeling, qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Et pas répondre bête et méchant à une machine qui t'a dit, fais ci, fais ça, fais comme ça. Et je pense qu'il y a du bon à prendre dans les datas. Et de toute façon, on est un sport qui va évoluer, qu'il faut qu'il évolue. Et il faut qu'on. Ça, c'est sûr que ça va aussi nous amener énormément de positifs dans les datas et dans tout ce qu'on peut mesurer. Mais faut pas en perdre son intuition, son feeling et des choses, voilà, des fois qui sont un peu plus spontanées
Et je pense en plus, en ultra, on peut pas tout contrôler. On est vraiment dans un sport où bah voilà, on dépend des conditions climatiques, on dépend du terrain, on dépend. Voilà, enfin, comme Ruth le dit très bien sur l'UTMB, ça a fait un peu le buzz avec l'histoire des data et de data scientists là, qui l'avaient aidé. Ouais, ok, mais en fait, elle a oublié son planning de course quand elle a vu les conditions météo la nuit. C'était plus possible de le suivre à la minute près. Et elle s'est adaptée à ça, en fait. Donc, faut vraiment pas en perdre l'adaptation. Mais par contre, je pense qu'elle a énormément aidé à passer des caps, peut-être à l'entraînement sur des allures. Peut-être que ça lui a permis, en fait, bah voilà, peut-être sur la fin de course, elle a peut-être pris que 4 heures en fait de son plan qui était nickel et ça l'a amené à gagner ce petit pourcentage de performance. Et je pense que c'est vraiment comme ça. Je pense qu'il faut voir la chose. C'est on prend les datas, on les adapte en permanence et de toute façon en ultra, il faut s'adapter en permanence au terrain et à ce qui va se passer. Donc ouais, ce serait idyllique de penser qu'on est des machines. Peut-être qu'on y arrivera un jour et qu'on sera comme dans le vélo avec des capteurs de puissance et on ne dépasse pas le chiffre qui est marqué sur mon compteur. Mais même certains championnats du monde où ils ont plus les oreillettes et tout, bah, en vélo, voilà, ils sont amenés à avoir un peu plus de feeling, un peu plus d'intuition et c'est ça que les gens aiment en plus à regarder. C'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus instinctif et chouette à suivre. Donc, ouais, j'espère que ça, on va pas le perdre tout de suite en tout cas, ou alors que j'aurais fini ma carrière. Il est vrai qu'il y a une question qu'on te pose souvent, c'est est-ce que tu rentres tout sur une célèbre application dans laquelle on peut rentrer ses préparations, ses entraînements. C'est vrai, tu rentres tout et les gens sont parfois étonnés que tu cours pas plus. Ouais, c'est vrai que oui, je mets tout sur Strava, bah, par simple et bonne raison que je n'y passe pas beaucoup de temps. Ouais, tu Donc te en prends pas fait, la tête, voilà. voilà. Et puis j'aime bien, moi je trouve que maintenant c'est clairement un réseau social aussi qui permet de communiquer, qui permet de mettre des belles photos, des belles vidéos, de voir avec qui on est. Et puis moi je suis comme je dis, ce qui m'anime aussi dans mes entraînements, c'est, bah, quand j'ai des longues sorties à faire, aller chercher une nouvelle trace, aller chercher un beau parcours. Et pour ça, bah, Strava, c'est hyper enrichissant de s'inspirer des autres, d'aller voir ce qu'ils font, de voir par où ils sont passés. Ah bah tiens, ça a l'air trop beau, ça a l'air trop cool, je vais aller. Donc ça, j'aime beaucoup suivre en fait mes amis et les gens qui m'inspirent sur des belles traces. Donc voilà, je m'en inspire beaucoup pour ça. Alors pas du tout pour me comparer ou pour voir si j'en fais plus, moins, si les autres sont en forme. C'est vrai que j'y passe pas un temps infini là-dessus. Par contre, j'adore vraiment regarder ce qui est beau, où sont les copains, quelles régions ils ont visité, quels pays ils sont. Et ouais, ça m'anime énormément, beaucoup plus que sur d'autres réseaux qui peuvent être un peu plus, ouais, un peu moins axés justement aventure. Et du coup, ça m'intéresse un peu moins. Et sur Strava, pour le coup, quasiment, voilà, ceux que je suis en tout cas sont assez branchés aventure et chouette parcours. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de positifs à prendre sur Strava. Je sais que voilà, on me dit souvent: «Oui, t'en fais pas beaucoup». Ouais, mais après c'est ma manière, de fonctionner. C'est relatif. Ça fonctionne, voilà, ça fonctionne, pas trop mal, je pense. Et ouais, effectivement, tout est relatif. Je pense qu'on est aussi maintenant dans une société du toujours plus, de faire, du volume, du volume, du volume, dans un sport d'ultra qui est déjà, très, bah, beaucoup quand même. On est quand même dans le déjà, quelque chose qui est énorme. Et ouais, je pense que il faut juste aussi des fois se ramener un peu à ce que son corps est capable de faire, ce que sa tête a envie de faire. Et ouais, et tant mieux s'il y en a qui en font plus et qui s'éclatent aussi à faire des gros volumes. Je pense que ça a ses limites aussi, hein. Clairement, on voit des fois, que les grosses statistiques, mais on voit pas les 6 mois, de blessures off. Et ça, sur Strava, ça se voit pas. Donc ouais, je pense que c'est toujours pareil. Il faut prendre du recul là-dessus, trouver sa propre formule. Encore une fois, voilà, chacun fait un peu comme il a envie. Et puis ouais, des fois, il y a des corps, ils mettent plus de temps à s'adapter, sur des longues distances. Il y en a, ils sont nés avec des capacités à encaisser, des longues distances à pied, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, je pense qu'il faut, laisser le temps au corps,
des fois ouais, se faire à cet entraînement-là, à cette distance-là, ce mode de fonctionnement aussi qui est forcément un petit peu, même si tu es né sportif, un peu, même clairement exigeant, quoi. Tu parlais de formules, j'ai vu que tu écrivais aussi, notamment, quoi, tes objectifs, qu'est-ce que tu as écrit pour 2026? Ouais, j'aime beaucoup écrire. En fait, ça fait très, très longtemps, j'ai toujours écrit comme on est adolescent, on a notre journal intime un peu tous et voilà et après moi, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et qui voilà, qui peut être complètement, des choses très professionnelles parce que, j'ai d'autres projets que la course à pied donc voilà, des fois, où, là, tu as besoin d'écrire et des to-do list, des machins, des plein de choses, voilà, j'aime beaucoup, en fait, écrire pour l'intégrer, Mmh. voilà, avoir des traces aussi, des traces écrites. Voilà, je suis un peu moins digitale, je suis pas de cette génération, un peu, j'aime encore bien le papier et le crayon. Mais voilà, c'est aussi un bon moyen, des fois de sortir ses états d'âme, ouais, dans des périodes compliquées, c'est sûr que ça fait du bien, en fait, chacun trouve sa manière, hein, de un peu, libérer ses états d'âme, on va dire. Mais ouais, moi, c'est un bon moyen de de «décharger», on va dire, entre guillemets et puis, j'adore écrire aussi mes récits de course donc voilà, je trouve que c'est hyper, rigolo après de relire. En fait, ce que je trouve vraiment drôle, c'est de relire un peu les anciens, récits de ma première diagonale, par exemple, en 2018. Je me marre bien quand je fais ça et puis ça a un côté aussi des fois où ça amène des enseignements, quoi. Me dire: Mmh. «Ah OK, j'avais noté ça, voilà, si je retourne sur la diagonale des Fouches, je dis aller 2 fois, par exemple, le parcours, je le connais par cœur, mais j'y vais quand même pas tous les jours non plus, donc il y a des petites choses que j'avais écrites sur mes recos, quand j'habitais là-bas, c'est tout bête, mais ça se trouve, ça va m'occuper mes 3 derniers jours avant la course de relire ça. Ça permet d'ancrer aussi sur de la visualisation de parcours quand tu as la Mmh. chance d'avoir reconnu, voilà, si tu as pas reconnu, des fois, c'est juste, observer le parcours et écrire. Je pense que ça a toujours été, hein, j'ai un apprentissage avec l'écriture, voilà, quand j'ai fait mes études de médecine, j'avais besoin de réécrire tous mes cours. Qui réécrit tous ses cours maintenant, aujourd'hui, en 2026, ça existe plus. Donc voilà, je pense que c'était aussi une manière d'assimiler et voilà, c'est quelque chose qui me plaît donc Il y a pas une dernière question en un mot justement, si tu devais écrire un mot qui, symbolise ce que tu as envie de vivre en 2026, ça serait quoi ce mot? Elle est dure cette question. Un mot. en un mot, on va changer du mot aventure et découverte, mais un peu de folie. OK, folie, on Ouais. prend. Merci beaucoup Camille. Merci Merci, à toi. c'était super et merci à vous. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce nouvel épisode de Queen of the Mountain et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines.